Tout le monde connaît les blockbusters et les gagnants des Oscars, mais juste sous la surface se cachent des histoires qui passent inaperçues. Pourquoi certains chefs-d'œuvre ont-ils manqué leur moment sous les projecteurs? Et quelles expériences incroyables vous attendent dans les ombres de l'histoire du cinéma? Si vous pensez connaître les années 70, détrompez-vous. Voici les 20 films les plus sous-estimés des années 1970 que vous devez absolument voir. Chacun avec sa saveur unique, des performances inoubliables et des histoires qui ont encore un impact aujourd'hui. Thunderbolt and Lightfoot. Commençons par un film de braquage qui parle autant d'amitié que de crime. Thunderbolt and Lightfoot. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous réunissiez Clint Eastwood et Jeff Bridges et les laissiez courir à travers l'Amérique, c'est le film qu'il vous faut. Eastwood joue Thunderbolt, un braqueur de banque à l'ancienne qui a tout vu. Bridges, quant à lui, est Lightfoot, un jeune imprévisible, aussi susceptible de vous faire rire que de vous attirer des ennuis. Le génie du film réside dans la chimie entre ces deux acteurs principaux. Il y a une camaraderie naturelle ici, du genre que l'on ne voit que lorsque les acteurs prennent vraiment plaisir à travailler ensemble. Bridges en particulier est une révélation, à tel point que même Eastwood lui-même a admis qu'il se sentait éclipsé par le charisme naturel du jeune acteur. Le réalisateur Michael Cimino, avant de réaliser Voyage au bout de l'enfer, concocte une histoire qui est à parts égales un film d'action et un film de camaraderie. Il ne s'agit pas seulement de réussir un dernier coup, c'est ce qui se passe entre-temps, les moments de calme sur la route, les blagues, la confiance, les trahisons. Au fond, Thunderbolt and Lightfoot parlent de deux hommes qui essaient de trouver un sens dans un monde qui avance sans eux. Les scènes d'action sont tendues, les dialogues sont percutants, mais c'est le cœur qui fait ressortir ce film. Il a fait un flop au box-office, principalement parce que le studio ne savait pas comment commercialiser quelque chose d'aussi unique. Mais si vous voulez un film de braquage avec de l'âme, c'est celui-ci. Au fil des années, il a enfin obtenu le respect qu'il mérite. Regardez-le pour l'action, restez pour l'amitié. Murder by Death. Ensuite, changeons complètement de registre. Imaginez un film qui parvient à parodier tous les grands détectives et auteurs de romans policiers en une seule fois. C'est Murder by Death, une parodie brillante et hilarante des classiques du whodunit. Le casting est en or pur. Peter Falk, Maggie Smith, Alec Guinness et Peter Sellers, pour n'en nommer que quelques-uns. L'intrigue. 5 détectives légendaires et leurs acolytes sont convoqués dans un manoir mystérieux pour résoudre un crime bizarre qui ne cesse de se tordre et de tourner à chaque coin. Ce qui rend Murder by Death si amusant, ce n'est pas seulement l'intrigue astucieuse ou les parodies réussies, c'est l'engagement total des acteurs dans leur rôle. Peter Sellers, incarnant un détective à la Charlie Chan, offre de l'or comique dans chaque scène. Alec Guinness, habituellement l'incarnation de la gravité, se lance à fond en tant que majordome aveugle, prouvant qu'il peut faire du burlesque aussi bien que du Shakespeare. Le film ne se prend jamais au sérieux, pas une seconde, et c'est ce qui le rend efficace. Ce qui est fou, c'est que même le casting ne savait pas si cela réussirait. Peter Sellers était tellement sûr que ce serait un échec qu'il a racheté sa part des bénéfices pour que le film devienne un succès surprise, rapportant plus de 30 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Le film tient mieux que la plupart des comédies de l'époque, en partie parce qu'il est tellement conscient de lui-même et tout simplement amusant. C'est un incontournable pour quiconque aime un bon mystère ou un bon rire. The Silent Partner. Les films de braquage existent sous toutes les formes et tailles, mais peu sont aussi percutants et surprenants que The Silent Partner. En surface, cela ressemble à un thriller classique. Un caissier de banque au tempérament doux découvre qu'il va être cambriolé et décide de déjouer le criminel en cachant la plupart de l'argent pour lui-même. Mais ce n'est que le début. Ce qui suit est un jeu du chat et de la souris qui concerne moins les explosions et plus la guerre psychologique. Plummer, surtout connu pour jouer des gentlemen charmants, est absolument glaçant en tant que voleur impitoyable. Il est froid, calculateur, et chaque moment où il est à l'écran semble chargé de menaces. Gould, habituellement le gars qui fait des blagues, joue de manière complètement sérieuse, et on peut sentir l'anxiété de son personnage grandir à mesure que les enjeux augmentent. Le réalisateur Daryl Duke et le scénariste Curtis Hanson maintiennent une tension serrée, sans jamais laisser l'histoire tomber dans le cliché. Il n'y a pas de sensation bon marché, juste une écriture intelligente, des performances solides et un véritable sentiment de danger. Au fil du temps, The Silent Partner a acquis la réputation d'être l'un des meilleurs thrillers de la décennie, un film qui récompense une attention soutenue et des visionnages répétés. Si vous en avez assez des films d'action bruyants et sans esprit, essayez celui-ci. C'est la preuve que parfois les personnes les plus silencieuses dans la pièce sont celles qu'il faut le plus craindre. Scarecrow. Certains films donnent l'impression d'être de la foudre en bouteille. Scarecrow en fait partie. Ici, vous avez Al Pacino et Gene Hackman, tous deux au sommet de leur art, réunis dans un road movie doux amer.
C'est plus une quête intérieure qu'une fusillade. Hackman joue Max, un ancien détenu coriace, avec des rêves de nouveau départ, tandis que Pacino est Leon, un vagabond maladroit mais attachant qui essaie juste d'arriver à Détroit pour voir l'enfant qu'il n'a jamais rencontré. Ce qui distingue Scarecrow, c'est son ton. C'est calme, mélancolique et refuse de se précipiter. Le réalisateur Jerry Schatzberg laisse les scènes respirer, permettant au personnage de se révéler lentement. Le film ne s'intéresse pas au grand drame. Il s'agit de deux personnes brisées, trébuchant vers quelque chose comme la rédemption, s'accrochant à l'espoir dans un monde qui a perdu patience pour les rêveurs. Pacino lui-même a qualifié ce scénario de meilleur qu'il ait jamais lu, et Hackman a dit que c'est l'une de ses performances préférées. Commercialement, le film a été un désastre. Le public n'était pas d'humeur pour quelque chose d'aussi lent et introspectif, mais les critiques l'ont adoré et il a remporté le prix principal à Cannes. Si vous voulez un film qui reste en mémoire longtemps après le générique, qui vous fait ressentir pour ses personnages de manière profondément personnelle, Scarecrow est à mettre en haut de votre liste. C'est un rappel que parfois les films les plus silencieux disent le plus. Sleeping Dogs. Pour notre prochaine entrée, passons à la Nouvelle-Zélande pour un thriller politique qui a aidé à lancer non seulement une carrière à Hollywood, mais aussi un cinéma national. Sleeping Dog est le film qui a présenté au monde à la fois Sam Neill et le réalisateur Roger Donaldson. L'histoire se concentre sur Smith, un homme récemment séparé de sa femme, qui se retrouve entraîné dans une révolution violente qu'il n'a jamais demandée. Ce qui rend Sleeping Dog si révélateur, c'est la façon dont il emprunte la tension et l'ampleur des thrillers politiques européens, puis ancre le tout dans le paysage et l'histoire unique de la Nouvelle-Zélande. Donaldson a basé le film en partie sur des bouleversements politiques réels, tirant des détails de l'histoire et donnant au film un sens d'authenticité difficile à ignorer. L'action est viscérale, les enjeux semblent réels, et il y a un sentiment de danger qui rôde à chaque coin. Pour la Nouvelle-Zélande, ce film était un grand événement. Il a prouvé que les histoires locales pouvaient avoir un impact mondial. Pour le reste d'entre nous, c'est un thriller incroyablement divertissant qui avance rapidement, vous tient en haleine et offre à la fois excitation et perspicacité. Donaldson allait ensuite réaliser des succès à Hollywood, mais Sleeping Dogs reste son œuvre la plus brute et la plus personnelle. Si vous voulez voir où le cinéma néo-zélandais moderne a commencé, c'est celui-ci, Fat City. Il y a beaucoup de films de boxe, mais peu semblent aussi bruts et vécus que Fat City de John Huston. Oubliez les grands combats de championnat ou les discours enflammés. C'est une histoire sur les combattants que vous ne voyez jamais, ceux qui peinent à survivre dans des salles de sport délabrées, luttant pour une chance de plus à la pertinence. Stacy Keach joue Tully, un boxeur sur le déclin essayant de remporter une dernière victoire. Jeff Bridges est Ernie, un jeune avec du potentiel, mais pas assez de passion pour réussir. Fat City n'a pas peur de devenir sombre. Le film s'attarde dans les espaces entre les combats, les appartements solitaires, les bars enfumés, les moments de doute silencieux. Huston, ancien boxeur lui-même, apporte un réalisme presque documentaire. Les critiques de l'époque se plaignaient que c'était trop sombre, trop lent, mais c'est ce qui le rend authentique. Ce sont des gens qui encaissent les coups de la vie comme sur le ring, de front avec dignité et une sorte de grâce meurtrie. Muhammad Ali, après avoir vu le film, aurait dit à Huston « C'est réel, c'est moi qui parle là-haut. Les performances sont discrètes, mais dévastatrices. Si vous en avez assez du clinquant d'Hollywood et que vous voulez un film de sport qui ressemble à la vie, pas à un fantasme, c'est celui-là. Fat City est un coup de poing pour quiconque aime les histoires de lutte réelle. Sleuth, si vous avez envie de mystères pleins de rebondissements et de dialogues acérés, Sleuth est ce qu'il y a de mieux. Le film met en vedette deux légendes absolues, Laurence Olivier et Michael Caine, engagés dans une bataille d'esprit qui est à la fois un jeu d'échecs, un jeu du chat et de la souris et tout suspense. Olivier joue Andrew Wyke, un célèbre romancier de mystère avec un penchant pour les jeux élaborés. Caine est Milo Tyndall, un jeune ambitieux qui a une liaison avec la femme de Wyke. Le film se déroule presque entièrement dans le manoir vaste et excentrique de Wyke, où chaque objet semble cacher un secret. Les deux hommes se disputent, complotent et se manipulent de manière de plus en plus extravagante. Le dialogue est délicieusement cruel, plein de répliques cinglantes et de références subtiles au monde de la fiction policière. À mesure que le jeu s'intensifie, vous réalisez qu'il y a plus en jeu que la simple fierté ou la romance. C'est un duel où un seul peut l'emporter. Ce qui est le plus impressionnant, c'est comment Sleuth vous laisse deviner jusqu'à la toute fin. Juste au moment où vous pensez avoir tout compris, le film vous surprend à nouveau. Le réalisateur Joseph L. Mankiewicz orchestre chaque scène comme un chef d'orchestre, s'assurant que chaque rebondissement fait mouche. Si vous avez aimé Knives Out, c'est l'original. Et à bien des égards, il n'a jamais été surpassé. Ali, la peur dévore l'âme. Ali, la peur dévore l'âme de Rainer Werner. Fassbender est un film qui vous prend par surprise. C'est une histoire simple, mais sous sa surface se cache une puissante méditation sur la solitude, les préjugés et le
Le courage qu'il faut pour aimer dans un monde qui refuse de vous accepter. Le film suit Amy, une veuve allemande de 60 ans, et Ali, un immigrant marocain beaucoup plus jeune. Ils se rencontrent par hasard, tombent amoureux et se retrouvent rapidement confrontés au jugement de tous ceux qui les entourent, leurs amis, leurs collègues, même leur propre famille. Ce qui est remarquable dans l'approche de Fassbinder, c'est la façon dont il combine le mélodrame du vieux Hollywood avec un regard froid, presque clinique. Les émotions sont réelles, mais le style est dépouillé, vous laissant ressentir chaque silence gênant et chaque regard en coin. Le film est profondément empathique envers ses personnages, montrant comment ils naviguent à travers la suspicion et la cruauté, à la recherche d'un peu de bonheur ensemble. Lors de sa sortie, Ali, Fear Eats the Soul, a été l'un des premiers films allemands à percer à l'international, recevant des éloges pour son honnêteté sans faille. Fassbinder n'avait que 36 ans lorsqu'il est mort, mais dans sa courte vie, il a réalisé plus de films que la plupart des réalisateurs en une vie. C'est l'un de ses meilleurs, un film qui vous fait voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, une femme libre. Les drames de divorce suivent généralement l'une des deux voies, soit amère, soit sentimentale. Une femme libre trouve un juste milieu et semble plus honnête que l'une ou l'autre. Jill Clayburgh joue le rôle d'Erika, une New-Yorkaise dont la vie apparemment parfaite se désintègre du jour au lendemain lorsque son mari avoue être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ce qui suit n'est pas un mélodrame, mais une exploration étonnamment drôle, touchante et véridique de ce que signifie recommencer. Le réalisateur Paul Mazursky a le don de transformer un sujet potentiellement sombre en quelque chose de vibrant et même d'optimiste. Erika n'est pas seulement une victime, elle est un personnage pleinement développé, apprenant à se tenir debout seule pour la première fois depuis des années. La performance de Clayburgh est extraordinaire, capturant à la fois le chagrin et la résilience qui accompagnent la reconstruction d'une vie. Elle a obtenu une nomination aux Oscars pour son travail, et le film lui-même a été nommé pour le meilleur film. Ce qui fait résonner An Unmarried Woman, c'est son refus de tout conclure proprement. Le parcours d'Erika est chaotique, plein de faux départs et de moments gênants, mais aussi de petites victoires et de nouvelles connexions. C'est une histoire qui semble encore fraîche aujourd'hui, le portrait d'une femme qui trouve sa propre voie dans un monde qui essaie constamment de la définir. Si vous voulez un film aussi honnête qu'encourageant, c'est celui-ci, A Woman Under the Influence. Peu de films frappent aussi fort que A Woman Under the Influence de John Cassavetes. C'est un film sur l'amour, le mariage et la pression de la maladie mentale, mais il refuse d'offrir des réponses faciles ou des solutions simplistes. Gena Rowlands offre l'une des plus grandes performances jamais réalisées au cinéma en tant que Mabel, une épouse et mère qui lutte pour garder le contrôle alors que les pressions de la famille et de la société se resserrent autour d'elle. Peter Falk, en tant que mari dévoué mais dépassé, est à la hauteur à chaque instant. La réalisation de ce film a été une bataille en soi. Cassavetes a dû hypothéquer à nouveau sa maison pour financer le projet et Falk a contribué avec une partie de son argent de Columbo pour le terminer. Quand ce fut enfin terminé, personne ne voulait le distribuer. Cassavetes a transporté les bobines lui-même de cinéma en cinéma, suppliant les gens de lui donner une chance. Ce n'est qu'après l'intervention de Martin Scorsese que le film a trouvé un public. Ce qui est à l'écran, c'est une émotion brute et non filtrée. Rowlands et Falk vous font ressentir chaque sommet et chaque creux écrasant. Le film ne dissimule pas la difficulté d'aimer quelqu'un qui lutte, mais il ne perd jamais de vue leur humanité. C'est l'un des films les plus honnêtes jamais réalisés sur le mariage, la santé mentale et les normes impossibles que nous nous imposons et imposons aux autres. Le champ d'oignon. Les drames criminels se concentrent souvent sur la poursuite, les batailles judiciaires ou la grande fusillade. Le champ d'oignon prend une autre voie. Il commence par un contrôle routier apparemment routinier qui dégénère en violence, puis, au lieu de se concentrer sur le crime lui-même, suit les conséquences dévastatrices. James Woods est glacial dans le rôle de Greg Powell, un criminel manipulateur qui entraîne un policier dans un cauchemar qui ne se termine pas avec la survie. Cela ne fait que commencer. Ce qui distingue ce film, c'est son refus de jouer sur des sensations fortes bon marché. Le réalisateur Harold Baker nous offre un regard glaçant, presque procédural, sur la façon dont le traumatisme et la culpabilité peuvent détruire des vies longtemps après que les gros titres aient disparu. La vie de l'officier survivant se désagrège silencieusement, douloureusement, alors que tout le monde autour de lui échoue à l'aider. Le film expose les défauts et les échecs du système judiciaire. Les procès s'éternisent, les appels s'accumulent et les blessures ne guérissent jamais vraiment. The Onion Field est un film qui vous hante, pas qui vous satisfait. Ce n'est pas une question de justice, mais de conséquences et de la façon dont certaines blessures ne peuvent pas être réparées par le système. Woods et Savage offrent des performances qui vous marquent et Baker filme avec un regard froid et clair. Si vous êtes d'humeur pour quelque chose d'intense, c'est un
L'un des meilleurs de la décennie. Harlan County, USA. Les documentaires ne deviennent pas beaucoup plus immersifs que Harlan County, USA. Le regard oscarisé de Barbara Kopple sur une grève de mineurs dans le Kentucky n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un portrait brut et intime d'une communauté luttant pour sa survie. La caméra vous plonge au cœur de l'action, suivant les mineurs et leurs familles alors qu'ils affrontent des gardes armés, l'obstruction des entreprises et le broyage incessant de la pauvreté. Ce qui est remarquable ici, c'est comment Kopple laisse ces sujets s'exprimer eux-mêmes. Il n'y a pas de narration, pas de message lourd. Juste des gens réels, pris dans une situation impossible, refusant d'abandonner. Les femmes sont particulièrement inoubliables, organisant, protestant, chantant sur les lignes de piquetage avec une détermination qui porte le cœur du film. Harlan County, USA ne parle pas seulement d'une grève, mais de chaque système qui privilégie le profit sur les personnes et du courage qu'il faut pour résister. Des décennies plus tard, cela semble toujours urgent et pertinent. Chaque image compte, chaque voix compte. Si vous voulez comprendre le coût humain des luttes ouvrières, c'est un visionnage essentiel, un film aussi dur et inflexible que les personnes qui l'honorent. The Cassandra Crossing. Les films catastrophes s'étaient très populaires dans les années 70, mais The Cassandra Crossing se distingue par sa pertinence étrangement actuelle. Le scénario est simple. Un terroriste portant un pathogène mortel monte à bord d'un train en Europe. Les autorités, désespérées de contenir l'épidémie, décident de sceller le train et de le diriger vers un pont condamné, transformant ainsi les passagers en dommages collatéraux sacrifiables. Ce qui fait fonctionner le film, ce n'est pas le spectacle, bien qu'il y en ait beaucoup, mais le sentiment suffocant de paranoïa et de tension. Richard Harris joue un médecin essayant de garder les gens en vie, tandis que le gouvernement planifie discrètement leur perte. Sophia Loren apporte à la fois grâce et anxiété en tant que passagère prise dans le chaos. Autour d'eux, un ensemble d'étrangers, de soldats et d'amoureux luttent pour survivre alors que la confiance s'effondre et que la peur se répand. Le réalisateur George P. Cosmatos insuffle au film un sentiment d'effroi difficile à secouer. Chaque décision, chaque rumeur, chaque regard a du poids. The Cassandra Crossing ne parle pas seulement de catastrophe, mais de ce qui se passe lorsque les institutions cessent de se soucier des individus et lorsque la survie elle-même devient politique. Si vous voulez un thriller qui semble un peu trop proche de la réalité, regardez celui-ci, Mickey and Nicky. Sur le papier, Mikey and Nicky ressemble à un autre film de gangster. En réalité, c'est quelque chose de bien plus brut et intime. Elaine May a écrit et réalisé cette histoire de deux amis de toujours. Peter Falk dans le rôle de Mikey, John Cassavetes dans celui de Nicky, errant dans la ville la nuit, parlant, se battant et essayant désespérément de fuir leur passé. Il n'y a pas de glamour ici. Au lieu de cela, May nous offre un regard désordonné et déchirant sur l'amitié masculine et la trahison. La chimie entre Falk et Cassavetes est incroyable, parfois drôle, souvent triste, toujours imprévisible. Le film parle moins de la politique de la mafia que des façons dont nous blessons les personnes qui nous sont chères, parfois sans même nous en rendre compte. Ce qui est le plus frappant, c'est à quel point tout cela semble réel. Les scènes s'étirent maladroitement, les conversations s'attardent bien au-delà du confort, et la fin arrive non pas comme un grand retournement, mais comme une inévitabilité. Mikey et Nicky ne s'intéressent pas aux réponses faciles. C'est une confession, un dernier souffle, le portrait de deux hommes dont le temps est compté. Il n'a pas reçu l'amour qu'il méritait lors de sa sortie, mais il est devenu un film culte pour ceux qui aiment leurs films de crime avec une touche de chagrin. The Hireling. Parfois, les films les plus dévastateurs sont les plus silencieux. The Yearling, situé dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, suit le lien improbable entre un chauffeur de classe ouvrière et une veuve aristocratique. Les siens, les cicatrices de la classe et de la fierté. Les siennes, la lente douleur de la perte et de la solitude. Le réalisateur Alan Bridges prend son temps, laissant leur relation se développer avec une douce précision. Il n'y a pas de grands discours ni de déclarations dramatiques, juste de petits moments, des regards, des silences qui en disent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Chaque scène est imprégnée de la sensation que le bonheur, même sous sa forme la plus petite, est quelque chose de fragile et facilement perdu. Le véritable chagrin ici n'est pas ce que ces deux-là se font l'un à l'autre, mais ce que le monde refuse de les laisser devenir. Les divisions de classe planent sur chaque interaction, rendant leur rapprochement à la fois temporaire et durement acquis. Le film est une leçon de maîtrise, ne manipulant jamais vos émotions, les laissant simplement se développer naturellement. The Hireling reste longtemps après sa fin. Il s'agit des manières dont nous tendons la main, des manières dont nous échouons, et du courage silencieux qu'il faut pour essayer à nouveau. Si vous avez envie d'un film qui avance à son propre rythme et vous laisse réfléchir, celui-ci est pour vous. The Chant of Jimmy Blacksmith.
Il y a une raison pour laquelle The Chant of Jimmy Blacksmith est considéré comme l'un des films les plus puissants jamais sortis d'Australie. C'est l'histoire de Jimmy, un jeune homme d'origine mixte, naviguant dans un monde colonial qui ne lui offre que cruauté et hypocrisie. Le film commence calmement, avec Jimmy essayant de s'intégrer, essayant de prouver sa valeur dans une société déterminée à le rabaisser, alors que les portes continuent de se fermer. La tension monte jusqu'à ce que finalement quelque chose en Jimmy se brise. Ce qui suit est choquant, non pas parce que c'est sensationnalisé, mais parce que cela semble profondément humain. Le réalisateur Fred Schepisi ne vous laisse jamais oublier le coup de l'injustice systémique ou la douleur qui se cache derrière chaque tentative d'assimilation. Tommy Lewis est inoubliable dans le rôle de Jimmy, portant tant de l'angoisse du personnage dans ses yeux. Le chant de Jimmy Blacksmith n'est pas facile à regarder, mais c'est essentiel. Il oblige les spectateurs à affronter des vérités inconfortables sur l'histoire, l'identité et les conséquences d'une société qui refuse de changer. La violence, quand elle survient, est justifiée et elle vous laisse bouleversé, pas diverti. C'est un film qui exige d'être entendu et une fois que vous l'avez vu, vous comprendrez pourquoi il résonne encore aujourd'hui. The Heartbreak Kid. Les comédies noires ne deviennent pas beaucoup plus sombres ou plus drôles que The Heartbreak Kid. Réalisé par Ellen May, le film suit Lenny, un homme qui semble avoir tout pour lui. Il vient de se marier, il est en lune de miel, et l'avenir semble prometteur. Mais en quelques jours, il commence à réaliser qu'il a fait une terrible erreur. Au lieu de la surmonter, Lenny se tourne vers quelqu'un de nouveau, transformant ce qui pourrait être une comédie romantique typique en quelque chose de bien plus inconfortable, honnête et hilarant. Ce qui fait fonctionner le film, c'est le refus de May de juger ses personnages. Lenny n'est pas un monstre, il est douloureusement, reconnaissablement ordinaire. La comédie ne vient pas du burlesque, mais des silences gênants, de la confiance mal placée et des petites humiliations qui s'accumulent avec le temps. Chaque mauvaise décision est annoncée de loin. Pourtant, vous ne pouvez pas détourner le regard. Gredin est fantastique, rendant Lenny sympathique même lorsqu'il est à son pire. Mais dirige avec une main ferme, laissant le malaise s'accumuler jusqu'à ce qu'il devienne presque insupportable, puis trouvant de l'humour dans les endroits les plus inattendus. Il n'y a pas de résolution facile ici, juste un portrait de l'ego, de l'illusion, et des efforts que nous faisons pour poursuivre la prochaine grande chose. C'est une comédie qui laisse une marque, et c'est d'autant mieux. L'ami américain. Si vous êtes d'humeur pour un thriller qui mise plus sur l'ambiance et la psychologie que sur les courses-poursuites et les explosions, L'ami américain est un visionnage essentiel. Réalisé par Wim Wenders et mettant en vedette Dennis Hopper et Bruno Ganz, le film est une adaptation libre d'un roman de Patricia Highsmith, mais il devient rapidement quelque chose de bien plus étrange et obsédant. Hopper joue Tom Ripley, un marchand d'art américain avec un passé douteux et une présence magnétique mais troublante. Gantz est Jonathan, un encadreur mourant qui se retrouve attiré dans l'orbite de Ripley, pris entre la peur et la fascination. Ce qui suit n'est pas une histoire criminelle traditionnelle, mais une étude de caractère lente sur la corruption, non seulement de l'âme, mais de l'identité. Wenders est un maître de l'atmosphère. Les scènes s'attardent, les humeurs changent, et on n'est jamais tout à fait sûr de qui se fier. Il y a une qualité onirique à la cinématographie, avec des lumières vacillantes et des reflets sur le verre. Hopper et Ganz sont tous deux phénoménaux. Chaque regard, chaque hésitation, chaque peur non exprimée est mise à nu. L'ami américain est moins axé sur l'intrigue que sur le ressenti. C'est un film que l'on vit, se laissant submerger par des vagues de tension et de mélancolie. Si vous voulez un thriller qui s'intéresse autant aux questions qu'aux réponses, c'est celui-ci, L'Hôpital. Peu de satires sont aussi acérées, mordantes et en avance sur leur temps que The Hospital. George C. Scott joue le rôle du docteur Herbert Bach, un homme qui a consacré toute sa vie à la médecine pour se retrouver piégé dans un système qui se soucie plus de la paperasse et du protocole que de soigner les gens. L'hôpital lui-même devient une métaphore de tout ce qui ne va pas dans la société moderne, impersonnelle, bureaucratique et finalement écrasante pour l'âme. Le réalisateur Arthur Hiller et le scénariste Paddy Chayefsky ne mâchent pas leurs mots. Les dialogues sont rapides, drôles et presque douloureusement perspicaces. La performance de Scott est autre chose. Il est épuisé, en colère, à peine capable de tenir le coup et on ressent chaque once de sa frustration. Canarig apporte une étincelle de chaleur dans un monde autrement froid. Ce qui rend le film si actuel, c'est à quel point peu de choses ont changé. Les mêmes problèmes, l'épuisement, la bureaucratie, les institutions poussées à leur point de rupture sont toujours présents aujourd'hui. Regarder The Hospital maintenant ressemble à un avertissement que nous n'avons toujours pas pris en compte. Ce n'est pas un film facile, mais c'est un film nécessaire, et un rappel que parfois les systèmes censés nous aider peuvent finir par causer le plus de tort. A New Leaf.
Terminons notre liste avec un joyau caché du début de la décennie A New Leaf, écrit, réalisé et interprété par Elaine May. Cette comédie noire est une véritable originalité. Walter Matthau joue Henry, un playboy autrefois riche qui se retrouve fauché et désespéré. Sa solution, épouser une femme riche et assurer sa fortune. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce qui rend A New Leaf si délicieux, c'est la façon dont il subvertit constamment vos attentes. Matthau est à son meilleur comique, se débattant dans une série de situations de plus en plus absurdes, tandis que la performance de May est discrètement hilarante, une brillante scientifique désespérément naïve en matière de cœur. La chimie entre les deux est maladroite, attachante et complètement inattendue. La réalisation de May est incisive, équilibrant le burlesque avec une sorte de douce empathie pour ses personnages. L'humour est subtil, jamais malveillant, et le scénario est rempli de répliques intelligentes et de gags visuels. Nouveau Départ n'a pas reçu beaucoup d'amour à sa sortie, mais avec le temps, il est devenu un film culte, un mélange parfait de comédie burlesque et d'études de personnages. Si vous cherchez un film qui vous surprendra à chaque tournant avec des performances qui restent longtemps après le générique, A New Leaf est un incontournable. C'est la preuve que parfois, les films les plus sous-estimés sont ceux qui se cachent à la vue de tous. Voilà donc, 20 films sous-estimés des années 1970 qui méritent une place sur la liste des incontournables de tout cinéphile. Que vous ayez envie d'un braquage, d'un chagrin d'amour, d'un rire ou d'une leçon de résilience, ces films ont tout pour vous. Les années 70 étaient une époque de prise de risque et de transgression des règles, et ces trésors cachés prouvent que parfois, les histoires les plus gratifiantes sont celles qui ont attendu le plus longtemps pour être découvertes. Alors, ajoutez-les à votre liste, appuyez sur Play, et laissez-vous redécouvrir une décennie de cinéma qui a encore beaucoup de secrets à partager.